Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Clit Révolution, je m'emballe clito, paye ta schneck, balance ton sport, balance ton bar, balance ton folklore, préparez-vous pour la bagarre, laisse les filles tranquilles. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement déjà entendu parler de certains de ces comptes, des comptes qui incarnent un nouveau type de féminisme, un féminisme à coups de hashtag, un féminisme plus visible, plus décomplexé et qui touche une masse de personnes plus grande. Derrière ces comptes actifs sur Instagram, Twitter, Facebook ou ailleurs, il y a des militantes qui ne s'attendaient pas nécessairement à susciter autant d'engouement et à recevoir autant de témoignages, autant d'attaques non plus. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Qu'est-ce qu'être militante féministe aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? C'est l'une des questions que nous allons aborder avec nos 4 invités ce soir. Alors à distance, tout d'abord, nous accueillons Elvire Duvel-Charles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice et activiste, membre des Femmes depuis les tout débuts du mouvement en France en 2013 et aujourd'hui à la tête notamment du compte Instagram Clit Révolution qui compte 124 000 abonnés. Vous venez de publier un livre très inspirant intitulé Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine. Et en studio, nous accueillons Claire Allard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes graphiste engagée. Vous avez créé un compte Instagram encore tout jeune qui s'appelle Datadel et qui vise à mettre en avant des femmes qui ont fait l'histoire et qui pour la plupart restent pourtant invisibles dans l'espace public ou les manuels scolaires. Et on accueille aussi Agathe et Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites toutes les deux partie du collectif Balance ton sport qui dénonce les inégalités de genre et les violences vécues dans le sport. Vous êtes à l'origine avec d'autres sportifs des comptes Instagram Débrief du vestiaire et Balance ton sport. Alors le premier qui tente plutôt d'éduquer aux questions de genre dans le sport à travers des témoignages et l'analyse de comportements sexistes et le deuxième qui vise plutôt à interpeller les politiques et les médias aussi. Alors, je vais commencer par vous, Elvire Duvel-Charles. Dans votre livre, vous parlez de votre parcours et on a le sentiment que si vous êtes devenue aujourd'hui une militante féministe particulièrement active sur les réseaux sociaux, vous n'étiez pas nécessairement prédestinée à ça. On a le sentiment que vous avez découvert les mouvements féministes presque par hasard. Oui, c'est un peu un hasard en fait. Moi, j'ai découvert le féminisme en entrant chez Femen, que j'ai quitté il y a quelques années maintenant, mais qui était ma première porte d'entrée dans le féminisme parce que justement elle renouvelait un peu le paysage activiste en France. En fait, en France, en 2012, on a très peu d'activistes féministes et on a énormément d'associations féministes de terrain, mais qui utilisent parfois un jargon qui n'était pas forcément un jargon qui m'était familier, qui ont des codes très ancrés et qui du coup ne me parlaient pas forcément. Et c'est vrai que avec Femen, j'ai appris un nouveau moyen de communication, puisqu'en fait, elle parlait comme moi je parle, donc je me sentais plus la bienvenue dans ce mouvement-là, et on a appris ensemble à comment en fait les rouages de l'activisme et comment faire pour rendre une action visible et pour essayer de parler au plus de personnes possible. Et du coup, ça n'est qu'après quelques années après avoir quitté Femen que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux pour d'autres choses, mais à la base, moi, mon apprentissage des réseaux sociaux, il s'est fait à travers les réseaux sociaux de Femen dont je m'occupais et dont j'étais en charge, et c'est comme ça que j'ai appris, je me suis rendu compte progressivement du potentiel de viralité des contenus sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que dans votre livre, vous parlez des réseaux sociaux comme d'un processus collectif d'apprentissage, de conscientisation et d'empouvoirment. Est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux, ils peuvent renforcer finalement la conscience féministe de chacun ? Complètement. En fait, ce qui est intéressant sur les réseaux, et notamment sur Instagram, qui est quand même un des réseaux sociaux propres, c'est le réseau social de l'intime, c'est-à-dire c'est le réseau social où on parle face caméra, mais c'est aussi un réseau social de partage d'expériences et qui permet de récolter des témoignages, comme le faisait d'ailleurs Anaïs Bourdet, qui avait le Tumblr Paye ta schneck. Quand je lui avais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle avait utilisé un Tumblr plutôt que ailleurs, ce qu'elle disait, c'est tout simple, c'est juste que il y avait un système il y avait un outil très simple qui permettait de recueillir des témoignages et de les partager derrière. Et donc en fait, je pense que les réseaux sociaux offrent aussi des outils qui nous permettent d'échanger nos vécus tout en étant parfois dans le confort de son anonymat et de parler de choses qui peuvent être peut-être un peu plus intimidantes à aborder hors ligne.
qui sont des choses taboues depuis des sujets tabous, enfin tout ce qui concerne la santé, la santé sexuelle, le plaisir sexuel, etc. C'est des sujets qui sont en fait au final très peu abordés, dans lesquels on n'en parle pas forcément en famille, on n'en parle pas forcément à l'école, même si on étudie très brièvement la reproduction, mais en fait c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil féministe parce que c'est un outil d'exploration de l'intime et de récolte des témoignages, de partage, et ça crée une médecine empirique en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver un peu les mêmes processus. En tout cas, par exemple, quand on voit dans les contes qui parlent de sexualité, on retrouve un peu les mêmes processus que dans les mouvements de self-help des années 70, où des femmes mettaient en commun leurs expériences pour en faire une science empirique, et ce en réaction à une médecine qui essayait de contrôler leur corps, qui ne leur donnait pas le choix, et qui ne leur laissait pas l'autonomie nécessaire à leur émancipation. Alors je me tourne vers Lorraine et Agathe ici en studio. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient d'entendre qui peuvent résonner avec votre expérience à vous. Donc vous avez fait partie toutes les deux des membres fondatrices de Balance ton sport et Débrief du vestiaire. Est-ce que ça a été un moyen de montrer qu'effectivement les victimes de sexisme dans le sport n'étaient pas seules ? Tout à fait. Je pense que c'est ce qui a lancé aussi le mouvement Balance ton sport. Ça a été le recueil énormément de témoignages, et c'était essayer de les visibiliser en fait. Et visibiliser des témoignages tant de sportifs professionnels qu'amatrices. Et en fait, ce qui a permis aussi au monde professionnel de pouvoir s'exprimer parce que c'était anonyme. Et du coup, ça servait de relais, et c'est vraiment une des bases du compte Instagram de Balance ton sport. Par contre, avec Débrief du vestiaire, on voulait vraiment avoir un axe pédagogique et réussir à exprimer en fait les différences et les discriminations de genre dans le sport, pouvoir les expliquer et que ça puisse toucher tant nos coéquipières que nos coachs, avec des limites, mais c'était vraiment le côté éducatif et aussi le côté visibilisation des témoignages et interpellation des politiques aussi. Est-ce que vous avez été étonnées, toutes les deux, des témoignages que vous avez reçus, de la quantité de témoignages ? Oui, clairement. Oui, on en a reçu pas mal sur Balance ton sport, un peu moins sur Débrief du vestiaire, parce que c'est pas le même objectif, exactement. Évidemment. Mais oui, clairement. Mais même quand on en parle autour de nous, quand on croise des sportives, en fait, on se rend compte que on vit toutes les mêmes choses, quoi. Oui, c'est vrai. Hein, juste pour reprendre certains chiffres, mais je voyais encore là dans les chiffres qui étaient sortis sur Balance ton sport, une sportive de haut niveau, enfin de niveau international sur 2 subit des violences psychologiques. Bon, c'est des choses dont on ne parle pas nécessairement ailleurs. Est-ce que, par exemple, vous toutes les deux, vous étiez déjà sensibilisées au féminisme avant, ou c'est vraiment ce prisme du sport où vous êtes dit, tiens, là il y a quelque chose qui m'interpelle. Moi, en fait, j'ai peut-être subi des violences sexistes sans peut-être m'en rendre compte au départ? Ça nous interpellait déjà un petit peu avant, mais moi personnellement, en tout cas, très clairement, l'axe du sport m'a énormément intéressée et m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça autour de moi. Et je pense qu'on a eu aussi un gros déclic dans notre pratique sportive. On a fait une formation d'arbitrage et on s'est retrouvés dans clairement un bastion masculin. Et en fait, toutes les phrases étaient un peu violentes. Et je pense que c'est là-dessus où après on s'est énormément renseigné. On a lu du sexisme dans le sport de Patrice Barbus. Et là, clairement, on a ouvert les yeux, et c'était après la rencontre avec Charline et Lola, et ça a tout décuplé en fait. Oui, Charline Van Snick et Lola Mansour, deux judokates belges bien connues. Alors Elvire Duvelchar, je me retourne vers vous parce que je voudrais juste lire un extrait de votre livre qui résonne par rapport à ce que vous avez dit juste avant. Vous dites à la page 78 le ton direct et non travaillé peut dérouter qui s'est habitué au contenu lissé, retouché et formaté des influenceuses lifestyle, mais c'est aussi sans doute ce qui séduit et permet d'instaurer un sentiment de proximité entre la créatrice du compte et son public, qui s'identifie plus facilement à une fille mal coiffée avec des taches de café sur son t-shirt qu'à une fémène seins nus sautant sur la voiture de DSK. C'est-à-dire que ça fait partie du succès finalement de ces comptes Instagram et de ce féminisme en ligne. C'est le langage, c'est la manière de parler et le fait qu'on a un langage qui parle à tout le monde.
Oui, complètement. En fait, je pense que c'est le fait de retrouver des filles comme nous qui se retrouvent dans les mêmes situations. Et ce qui est intéressant, typiquement, avec la collecte des témoignages, c'est évidemment le fait qu'on se retrouve à découvrir qu'on n'est pas la seule à vivre cette expérience-là. Et ça permet de mettre en lumière un caractère systémique et donc politique. Mais du coup, ça permet aussi de se rapprocher et de s'intéresser à des questions politiques desquelles on peut se sentir un peu exclu parce que c'est pas forcément un domaine dans lequel tout le monde se sent à l'aise. Et en fait, le fait de se retrouver avec des personnes très normales qui en fait pourraient être ta sœur, ta fille, ta mère, ça permet aussi de banaliser d'une certaine manière ces paroles-là. Et c'est important aussi de comprendre que toutes les femmes sont légitimes à s'exprimer sur les questions féministes et comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir un bac +5 pour être en colère. Et en fait, c'est aussi un outil. Le fait d'être dans un protocole très naturel, après c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas on peut le voir sur les comptes féministes que c'est des comptes qui sont généralement tenus par des personnes qui sont très spontanées. Ça vient justement d'un besoin spontané, parce que ça vient d'une urgence en fait d'adresser ces sujets-là et de faire en sorte d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut changer les choses sans passer par le protocole politique de lobbying habituel et en passant par des discussions qui vont être plus intimes et plus décomplexées. Mmh. Claire Allard, alors on parle d'urgence. Vous avez allié finalement vos talents de graphiste et à l'un des combats qui vous tient à cœur, c'est la lutte contre l'invisibilisation des femmes dans l'espace urbain. Et est-ce qu'il y a une urgence en fait de mettre en avant certaines figures féministes historiques qu'on a oubliées et que l'histoire a oubliées parce que pas assez mises en avant justement? Oui, je pense que c'est un autre domaine que celle des personnes qui sont ici maintenant. Mais justement, ça fait partie de tout ce qu'on vit. C'est que si on n'a pas d'exemple, si dans nos rues, il n'y a jamais de nom de femmes, qu'on ne voit jamais de représentation féminine, ça ne va pas aider à se rendre compte de qui a existé, qui a fait quoi avant. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie effectivement d'allier ces deux passions. Et le but est plutôt informatif et de se rappeler que les choses existent et de pouvoir à terme que ce soit un répertoire qui puisse être recherché et d'avoir peut-être justement au niveau des politiques de pouvoir faire un choix par rapport à toutes ces femmes qui existent et qu'on trouve un peu moins facilement sur Internet. Est-ce que vous avez le sentiment que, par exemple, via un compte Instagram comme le vôtre, ça permet d'avoir un effet dans la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire de devenir un répertoire qui soit tellement connu, qu'il devienne presque incontournable et qu'aujourd'hui, quand on choisit le nom d'un bâtiment sportif, par exemple, on se dit « je vais me tourner vers Datadale ». Ben, ce serait le rêve. Mais en fait, justement, donc le compte, comme vous l'avez dit, est tout nouveau. Mais j'ai déjà eu ce type de questions, justement, par rapport à un bâtiment sportif. Et donc, je me dis que ça peut vraiment devenir une référence. Moi, pour le moment, je regarde des personnes qui sont déjà décédées, parce que dans l'espace public, c'est préférable d'avoir des personnes qui ne vont pas changer de politique, on va dire. Pas changer d'avis en plein milieu. Voilà. De leur vie. Mais je pense que ça peut vraiment être un outil parce que c'est souvent ce qu'on entend quand justement la collective Non Peut-être avec qui j'ai commencé ce travail, lorsqu'elle commençait des discussions sur justement des nouveaux bâtiments, les personnes qu'elle avait face à elle étaient souvent sans vraiment trop savoir où trouver, quelle femme, on n'en a pas, on n'en connaît pas, etc. Il n'y en a pas, elles n'existent pas. Voilà, mais en fait elles ne sont pas faciles à trouver et c'est vrai, donc cette histoire de répertoire pourrait vraiment aider. Pour le moment,
En fait, c'est tombé sur Instagram parce que c'était la solution de facilité. Et l'espoir, c'est de pouvoir en faire un répertoire en ligne, donc vraiment une plateforme qui est recherchable, et donc de pouvoir dire je cherche une femme dans le sport liée à la Belgique au XXe siècle, ou que sais-je, et de pouvoir vraiment plus rechercher, et donc d'être un outil pour toutes ces personnes qui cherchent à renommer des lieux, et qu'on puisse aider de cette manière-là. Alors, Lorraine et Agathe, je parlais du fait des effets dans la vraie vie, de nouveau, entre guillemets. Est-ce que, depuis que vos comptes existent, il y a eu des effets? Alors, je sais que, par exemple, vous avez interpellé des politiques, vous avez interpellé des médias, notamment, par exemple, la RTBF Sport, qui ne mettait pas assez en avant des sportifs sur leur compte Instagram. Est-ce que, du coup, depuis que vous les interpellez directement, depuis que vous visibilisez cette discrimination, il y a des choses qui ont changé? Après, pas assez. Après, ça fait 1 an du coup qu'on a commencé les campagnes avec Balance ton sport. On l'a fait en 2 actes. On avait fait une première vidéo avec des témoignages de sportives anonymes, et on a fait un deuxième acte où on a vraiment interpellé les politiques avec une lettre ouverte. Et après, il y a eu une incroyable... lors d'un webinaire de l'ADEPS, Charline Von Sneek du coup a fait une représentation impressionnante en rappelant les chiffres tant sur la pédocriminalité que les violences et autres agressions sexuelles dans le sport. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a eu des campagnes menées par certaines personnes politiques, mais 1 an après, on ne peut pas chiffrer les résultats positifs. Est-ce que, et par exemple, par rapport à Débrief du vestiaire, où là, c'est plutôt un travail pédagogique, est-ce que là, dans les clubs, vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui bougent? Non, je pense qu'on a un public pour l'instant qui est fait en fait de sportives et de féministes. Et du coup, je pense que c'est un peu la difficulté sur Instagram, c'est que si on veut que ça ait des répercussions ailleurs, en fait, il faut agir ailleurs. Et oui, parce que il n'y a que la personne qui veut se renseigner, qui veut s'éduquer sur certains sujets, qui va tomber sur notre compte et qui va s'y intéresser réellement, pour qui ça pourra avoir des répercussions. Mais tant qu'on ne fait pas d'action dans les clubs ou quoi, ça bouge pas assez. Non. Elvire Duvel-Charles, vous, dans votre livre, vous reprenez plusieurs exemples en fait, de choses qui au départ ne fonctionnaient pas, avaient du mal un peu à démarrer, mais où, à terme, il y a quand même eu des effets dans le monde réel. Oui, complètement. Dans le domaine, en tout cas, de tout ce qui est l'éducation sexuelle, etc., on a vu des répercussions hors ligne. Alors, il y en a énormément. On peut lister le fait que le clitoris est enfin représenté dans le manuel scolaire en 3D, en 3 dimensions, c'est-à-dire dans son entièreté. On peut citer le fait que les recherches du mot postpartum ont explosé, où en fait on peut voir sur Google que c'était un mot qui n'était pas du tout cherché à partir du moment où 4 activistes ont lancé le hashtag mon postpartum. On a eu un pic de recherche sur le postpartum qui s'est pérennisé, et où du coup c'est des choses dont on commence à parler souvent, et où on commence à se préparer, et où il y a de plus en plus de livres qui parlent du postpartum et des choses dont on n'est pas supposé parler. On peut compter aussi le fait que typiquement les questions de consentement sont de plus en plus, avec le mouvement MeToo, mais aussi après avec l'apparition justement des comptes d'éducation sexuelle, l'éducation au consentement est de plus en plus présente et de plus en plus claire, qui a expliqué d'ailleurs en grande partie l'augmentation du nombre de femmes qui vont porter plainte pour des viols ou des agressions sexuelles commis il y a des années. Et donc oui, il y a un réel impact hors ligne, mais je pense que c'est le cas. En fait, c'est toujours difficile à chiffrer, et c'est toujours difficile de le montrer. Et typiquement, dans le cas des questions du sexisme autour du sport, etc., ce sont des choses qui, en effet, prennent du temps, mais qui ont des résonances et qui permettent, à minima, aux personnes qui vivent ces situations-là, de savoir que ces situations ne sont pas normales. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont plus les vivre, mais ça veut dire que ça change quand même le prisme et la manière dont on le voit, ce qui veut dire aussi que
des personnes qui vivent des violences sexistes vont peut-être plus facilement être écoutées et prises en charge que ça n'était le cas il y a quelques années. Oui, Agathe, vous vouliez réagir ? Oui, en fait, je pense que ça rejoint un peu l'idée que tout ce travail qui a été fait en amont via des féministes sur les réseaux sociaux permet justement, par exemple dans le milieu du sport, qui est un milieu encore très masculin, d'avoir des grilles de lecture en fait. Et du coup, tout le travail, comme dit Elvire, qui a été fait avant, nous permet, nous, après, de le calquer sur le sport et de réussir en fait à travailler sur un autre sujet. Voilà. Alors, certaines d'entre vous, du coup, toutes, on va dire ici, tous les comptes dont on a parlé, c'est plutôt des collectifs, même si, Elvire, vous avez aussi votre compte personnel, mais on va dire Clit Révolution, Datadel, Balance ton sport, Débrief du vestiaire, ce sont des collectifs. Est-ce que le fait de travailler comme ça, avec des comptes collectifs, ça permet de lutter sans s'exposer personnellement et sans peut-être avoir des attaques dirigées vers soi, du harcèlement dirigé vers soi directement ? Moi, de mon côté, avec Datadel, c'était pas vraiment une nécessité que je sois mise en avant. Je pense que c'était pas vraiment une voix à porter, justement, mais un projet qui pourrait être plus grand que moi, que l'idée de pouvoir avoir d'autres associations qui pourront travailler là-dessus avec moi. Et donc, c'était plutôt dans ce sens-là, donc de pas forcément voir l'utilité de mettre en avant, mais si on cherche, je dis que je suis graphiste et puis on me retrouve facilement. Donc mais par exemple, vous n'avez pas eu, vous personnellement, d'attaque depuis que vous avez créé le compte? Il n'y a pas de messages privés sexistes, de personnes qui vous disent rien à foutre de ces femmes dans l'histoire? J'ai eu mon premier horrible message la semaine dernière, mais qui n'était pas sur ce compte-là, qui était sur celui en tant que graphiste. Mais en fait, en tant que graphiste, je montre aussi que je suis engagée au niveau écologique et féminisme, et apparemment ça résonne, et donc voilà, j'ai eu mon premier mal de ventre en lisant ça, mais voilà, j'espère juste que ça se reproduira pas, mais j'ai l'impression que finalement c'était peut-être mon compte de graphiste qui dit plus ce que je pense et qui me met plus en avant que Datadel, qui est vraiment très informatif et qui j'espère va pas exciter des imbéciles, mais voilà. Mais Elvire, peut-être, comment on peut lutter et s'engager dans le féminisme sans trop s'exposer personnellement? C'est très difficile. Il me semble que c'est même peut-être une mission impossible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est identifiable en tant que féministe, y compris en tant que collectif féministe, y compris en tant que personne anonyme, on se confronte, hélas, souvent, et généralement fatalement, à des messages malveillants et violents, de la même manière que quand on est femme dans l'espace public, on se confronte fatalement à des violences sexistes. Donc pour moi, c'est un peu une équation impossible à résoudre. Par contre, il y a en effet de plus en plus d'outils qui essayent, les plateformes essayent de mettre en place, même si elles ne sont pas particulièrement efficaces sur cette question-là, des outils pour réguler qui sont les personnes qui peuvent commenter, qui peuvent nous contacter, etc. Mais les violences en ligne, les violences sexistes en ligne restent un énorme problème qui, pour l'instant, non résolu. Est-ce que, par exemple, par rapport à Débrief du vestiaire, Balance ton sport, des remarques sexistes, des commentaires privés, est-ce que vous en avez eu beaucoup, des attaques Pas vraiment. Des commentaires déplacés, on en a eu quelques-uns. Et après, je pense que nous, on a la chance, avec le compte Balance ton sport et Débrief du vestiaire, du coup, de ne pas être encore visible et de ne pas avoir le retour de bâton. Ouais. Et après, je pense que des personnages du collectif comme des Charlene Van Sneek ou peut-être des Cynthia Bolingo sont peut-être beaucoup plus visibles, et peut-être elles ont reçu pas mal, ont peut-être eu des soucis là-dessus, mais on touche du bois.
Alors, on parlait de certaines des limites. Alors, évidemment, il y a toutes le cyberharcèlement, c'est une des limites. Elvire Duvel-Charles, est-ce que dans les limites que vous pointez aussi dans votre livre, il y a le côté, avec Instagram, le problème, c'est qu'on est dépendant déjà d'Insta, on est dépendant des algorithmes et dépendant aussi de ces algorithmes qui peuvent bannir votre compte du jour au lendemain ou au moins le mettre en avant. Est-ce que vous avez le sentiment, et c'est ce que vous dites dans le livre, que les comptes féministes sont relayés, on va dire, en bas du fil Insta des personnes qui vous suivent? Oui, en fait, ça dépend beaucoup des comptes, mais en effet, il y a un vrai jeu qui se joue avec l'algorithme et où visiblement, je dis visiblement, puisqu'on n'a toujours pas de preuves, puisqu'Instagram est très opaque sur les politiques de ce qu'on appelle de shadow ban, c'est-à-dire du bannissement de l'ombre. Et c'est c'est une forme de censure douce, entre guillemets, parce qu'elle n'a rien de doux, mais en tout cas moins visible que la suppression simple des posts et des comptes, qui est aussi un problème auquel on fait souvent face, et qui prend en compte les signalements qui sont faits. Et donc, du coup, il y a certains comptes qui vont se retrouver facilement la cible de signalements massifs de la part de masculinistes, de mecs d'extrême droite, etc., et qui vont prendre un malin plaisir à signaler ces comptes-là pour essayer de faire baisser leur visibilité. Donc nous, on n'a pas encore trouvé cette preuve-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des campagnes de signalement massif et que, à la suite de ces campagnes de signalement massif, les comptes qui ont été ciblés se sont retrouvés beaucoup moins visibles. Il y a aussi les questions d'algorithme, c'est-à-dire que l'algorithme d'Instagram nous pousse en ce moment, je dis en ce moment parce qu'il change énormément et très fréquemment, nous pousse à produire de plus en plus de contenu, ce qui devient forcément un problème qui impacte fatalement la qualité du contenu, puisque produire plus dans un temps qui est le même, ça amène forcément à une baisse en termes qualitatifs. Ouais. Donc ça, c'est un autre gros problème qu'on doit affronter et où du coup, on doit faire un choix entre rester visible et produire énormément de contenu qui ne sera pas forcément de bonne qualité l'autre option, c'est de produire moins, de produire au bon moment et des posts de qualité convenable, mais de ne plus être visible par ses abonnés. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais juste refaire un dernier tour de table pour vous demander à chacune, finalement, quel est votre espoir avec vos comptes respectifs. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire changer et quel public est-ce que vous espérez toucher? Alors, peut-être Claire, pour commencer. Oui, on en a déjà touché un mot, c'est qu'effectivement... s'il y a la possibilité de faire cette plateforme avec un répertoire de portraits de femmes, que ça puisse permettre par la suite d'en avoir plus pour toute nouveau bâtiment, nouvelle rue qui se ferait à Bruxelles, le pourcentage, enfin à Bruxelles ou en Belgique, le pourcentage de noms de femmes là-dedans est vraiment minime, et donc ça veut dire que tout nouveau nom devrait être féminin si on veut essayer d'un peu équilibrer ça. Et donc voilà, si cette page pouvait devenir une source d'information et d'inspiration, ce serait le rêve. Agathe? Pour Balance ton sport, on aimerait vraiment que ça soit un safe place pour toutes les sportives. Recueillir toute la parole et que tout le monde se sente la bienvenue chez nous. Lorraine? Moi, je dirais d'essayer d'atteindre un public qu'on n'a pas du tout pour l'instant, qui est tout le monde sportif, les coachs, les arbitres, les fédérations, les clubs et tout ça. Y compris un public masculin, par exemple? Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est hyper important que les sportifs se rendent compte de ce qu'elles subissent, mais c'est aussi important que ça change. Et pour que ça change, il faut que tout le monde soit bien au clair avec ce qui se passe. Voilà. Et Elvire, quels espoirs vous mettez, vous, dans vos différents comptes, dans Clit Révolution notamment? L'espoir pour Clit Révolution, il est de faire un vrai travail de sensibilisation aux questions de consentement. C'est-à-dire, en fait, il est de faire reculer la culture du viol, et de mettre en avant la culture du consentement. Donc l'espoir, il est là, et il est aussi
donner l'impulsion à des engagements qui soient hors ligne. Oui, donc effectivement, ces jeunes filles peut-être qui vous suivent deviennent de vraies militantes. Elles le sont déjà en suivant évidemment les comptes, mais en tout cas qu'elles s'investissent peut-être dans certains mouvements hors ligne. Exactement, ce qu'elles font, mais elles peuvent toujours être plus nombreuses. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes les quatre. Et Elvire Duvelchard, je rappelle donc le titre de votre livre « Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine », publié dans la maison d'édition Hors d'atteinte. Et autour de notre table, donc, on avait Claire Allard pour le compte Datadel et Lorraine et Agathe pour les comptes Balance ton sport et Débrief du vestiaire. Merci vraiment à toutes les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci.